Quand on les écoute, tout va bien, Madame la Marquise. Il n'y a pas de risque. Sauf que... Croyez-nous sur parole. C'est ça. C'est pas plus risqué, ces lignes de 400 000 volts qu'un aimant sur son frigidaire. Après, tu l'as dit, Saint-Laurent-des-Eaux, un réacteur, c'est 900 mégawatts. Là, on parle de 2000 à 5000 mégawatts. Donc, c'est un truc un peu énervé quand même. On connaît les lignes très haute tension aérienne, il viendrait à aucune maman l'idée d'aller se balader avec un landau sous des lignes très haute tension. Là, on va se promener avec nos landaux, avec nos petits sur des vélos, à 1 mètre au-dessus de ces lignes. Donc non, on n'est pas rassuré et aucune étude ne nous rassure aujourd'hui. On veut pas être cobaye. Ils nous disent aussi, vous inquiétez pas, on va surveiller une fois qu'elle sera en service. Mais c'est extraordinaire. C'est ce que j'ai vu, qu'il y aurait une personne par ville qui serait suivie une fois les travaux terminés. C'est ça. C'est surréaliste quand même. Donc dans 1 an, ça va. Dans 2 ans, ça va. Dans 5 ans, les gars, on a vu un... Mais voilà, c'est juste pas possible. Principe de précaution. S'il y a un risque, on veut pas le prendre, ni pour nous, ni pour nos familles. On parle souvent de l'effet cocktail. On veut pas rajouter autre chose à déjà l'environnement dans lequel on vit. Si on a des solutions, et là, encore une fois, il y a une alternative, si cette ligne peut aller plus loin et s'éloigner de nos familles, s'éloigner de nos écoles, qu'elle aille plus loin. On veut pas vivre en permanence au-dessus de ces lignes. Nos enfants vont à l'école en vélo. Le matin, ils vont être sur la piste cyclable à vélo. S'ils sont à l'école qui va être déménagée au Gaillou, par exemple, l'école privée qui est trop petite en centre-ville, le projet c'est de la déménager au Gaillou au-dessus des lignes. Le gamin, la journée, il est à l'école à côté des lignes. Il rentre le soir, il habite aux Océanides ou il habite à la Clairière-aux-Chênes ou il habite sur la ligne. Il va dormir à côté des lignes. C'est juste pas possible. On peut pas avoir envie de ça. Si on a besoin, faisons-le intelligemment, pas avec des impacts aussi néfastes pour l'environnement et pour nos familles et pour notre santé. Les travaux ont commencé il y a plus de 3 ans, 4 ans maintenant. Concrètement, aujourd'hui, on en est où? Si on fait un état des lieux, essayer de décrire justement, on disait qu'il y avait aussi quand même un problème d'information de manière générale. Ouais. On découvre en marchant, on se lève le matin et on est horrifié. En fait, on a vu, ça a commencé les chantiers en arrière dune. Donc là, on n'en croyait pas nos yeux parce que nos enfants, depuis qu'ils sont petits, on leur dit de pas mettre un orteil sur la dune. Et Dieu sait si les dunes sont protégées. Moi, je suis à la Baigne, il y a des panneaux partout. Ils ont L'ONF fait met des passerelles panneaux pour pas marcher sur les dunes. Enfin, c'est un non-sens absolu. On met nos sapins de Noël religieusement tous les hivers pour protéger la moindre pousse, la moindre brindille. Et on a vu des machines arriver, bétonnées. On a appelé ça le parking d'Intermarché, quoi. Il y a un sens giratoire. Il y a une base vie de 3 étages. Il y a des camions toupies qui tournent sans arrêt. Il y a des grues, il y a du bruit. Ça tremble. La dune s'affaisse comme de la neige, quoi. Ouais, vous avez pris des photos, on voit avant, après. Alors après, RTE dit, mais c'est le vent. Bien sûr que c'est le vent, sauf que quand on est à côté de leur barbelé, parce que s'il y a des barbelés partout et que tout est surveillé, quand on prend des photos, on se fait engueuler. Mais on tremble, nos jambes tremblent, on respire les odeurs. On a vu des nappes phréatiques remonter, parce que c'est un forage énorme. 15 mètres de diamètre, 20 mètres de profondeur. Ils mettent des produits pour assécher. L'autre jour, il y a une dame qui nous disait, mais l'eau est presque rose, l'eau qui ressort. Mais il y a quoi comme produit dedans? Ça se mélange à quoi? Aux zones humides, à la nappe phréatique, à l'océan. Il y a des colonnes de béton, il y a des kilomètres et des kilomètres de camions toupies, de camions citernes qui déversent leur béton sans arrêt au pied des dunes. C'est dément, c'est dément. Et on découvre les travaux. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, au Porge, c'est pareil, même punition, hein, même travaux, même donc à Plage des Casernes, pareil. On fore, on passe sous les dunes. On a déjà creusé pour faire la chambre d'atterrage. Sous les pistes cyclables, on a déjà vu des fourreaux. Alors, ils sont vides pour le moment, mais des fourreaux qui s'installent. Et ils vont très vite et ils commencent par les trucs les plus impactants. La forêt, on les a vus débarquer et en 2 jours, ils avaient dézingué des centaines et des centaines d'arbres. Et il y a des arbres protégés, des chênes-lièges. On peut pas toucher, nous, dans nos jardins, un chêne-liège. Il y a des chênes-lièges de 150 ans qui sont tombés. C'est un massacre. Les branches sont cassées, les racines sont pétées dans tous les sens. À Boueb, il y a la promenade des 9 Tucs, qui est une très jolie promenade. On est plein de Cap-Bretonnais à y aller. On court dans la Pinède, on s'y balade. Enfin, c'est un poumon vert pour Cap-Breton.
Et là, on a sur une surface de 7 mètres de large, quand ils la respectent, parce que bien des fois, c'est plutôt 12 ou 14 mètres de large, d'arbres dézingués. Là, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus rien, et il y aura plus rien, parce qu'il faut que rien ne repousse. Il y a une servitude, et il faut pas que les racines d'arbres puissent toucher ces câbles à 1 mètre de profondeur. Donc là, on a une zone de terre brûlée où il y aura plus rien. On se promène dans la forêt, on arrive dans la zone massacrée, on a la chair de poule. Ouais, on a mal. Et nos enfants ont mal, et ne comprennent pas. Ouais, c'est terrible. On peut pas être insensible. J'ai fureté un petit peu sur votre site, mais quand on lit atteinte de la biodiversité, impacte les océans, les dunes, les forêts, la faune et la flore, potentiellement la santé puisque aucune étude sanitaire ne prouve l'innocuité de ce projet, pollution des sols et des nappes phréatiques, impact sur le trait de côte, impact sur le réchauffement climatique, impact des enrochements sur les vagues, impact économique, dunes éventrées, bétonnées, disparition de milliers d'arbres, destruction d'espèces protégées, coûts et impacts environnementaux, ah oui, le plus cher, le plus destructeur, non-respect de l'avis défavorable du CNPN, et j'en passe. Un cauchemar. Ah oui. Un cauchemar. Et on est dans une démarche de sauver la planète. Donc, il y a une dissonance qui est on peut pas laisser passer. On peut pas laisser. Il y a peut-être un sujet qu'on n'a pas abordé qui me revient là. C'est une autre de nos questions. Et plus ça va, et plus moi ça m'inquiète, c'est que ces câbles à 1 mètre dans la forêt, on sait que nos régions, nos PINED, en Gironde, on a assisté à des incendies avec des incendies qui duraient plusieurs jours, la tourbe qui brûlait plusieurs jours, voire semaines. Et on s'est dit à plusieurs reprises, et si dans ces PINED-là, dans lesquels seront enfouis à 1 mètre ces câbles, un jour on aura un incendie. On le souhaite pas. Et si un jour on a un incendie, puisqu'on a exactement les mêmes forêts, qu'est-ce qui deviennent ces câbles? Qu'est-ce que ça devient, ce béton, ce plastique? Il y a peut-être des PFAS, il y a peut-être des mousses, il y a peut-être des vernis, il y a peut-être des isolants, il y a peut-être des peintures. Ça devient quoi quand ça crame, quand ça fond? Donc RTE, on leur a posé une fois la question, ils nous ont dit, déjà on arrête le réseau. Ok, déjà, ça serait bonne chose d'arrêter le réseau. Mais après, cette pollution-là, ça donne quoi? Point d'interrogation. Ça, c'est une angoisse aussi. Est-ce qu'il peut y avoir un accident électrique? C'est-à-dire, il peut y avoir un incendie dans la forêt et on peut se poser la question de comment ça va impacter les lignes et qu'est-ce qui va se passer? Un joli feu d'artifice ou... Ouais, on sait pas. Ou est-ce que les lignes peuvent... est-ce qu'il peut y avoir un accident électrique sur les lignes et ça peut causer... Peut-être. Ouais. Et après, on se dit, autant que ça se passe le long de l'autoroute, plutôt que près de là où on vit, s'il se passe un bug comme ça. Oui, parce que toi, là, t'es à quelques centaines de mètres. Même ah pas. Ouais, nous, on est vraiment pas loin, mais comme toutes les maisons du quartier, comme à la Clairière aux Chênes, comme au Gaillou, comme à Sorts, comme il y a plein d'endroits où on sera très près, ouais. Et une autre question à laquelle on n'arrive pas à répondre, une autre incohérence, c'est que le long des autoroutes ou des voies ferrées, il y a déjà des réseaux qui passent. Le prochain projet d'RTE, qui s'appelle le Land Navarre, qui est encore dans les cartons, mais il commence à déjà y avoir de la littérature dessus. On a vu des tracés. Ce projet-là, cette ligne-là, passerait le long de l'autoroute. Donc là, on comprend pas. On se dit, si vous le faites pour cette ligne-là, aucun sens de le faire pour ça. Après, comme on disait, est-ce que ces atterrages, ils en ont besoin il y a aussi les éoliennes qui vont nous arriver. On a 3150 éoliennes, là, qui vont nous arriver sur la façade atlantique. On aura notre lot en Gironde et dans les Landes et au Pays Basque. Alors bon, certes, elles seront peut-être loin, elles seront pas peut-être d'incidence sur les vagues, ou même visuelles, très bien. Mais les câbles électriques de ces éoliennes devront revenir sur la terre ferme. On se dit, ces câbles, si on a ce contournement terrestre, on va peut-être se taper. C'est peut-être pour ça aussi que les tuyaux font 3 mètres les tunnels font 3 mètres de large, parce que c'est bien trop gros pour 4 câbles de 400 000 volts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que dans leur tête, on va avoir aussi ces câbles d'éoliens qui vont venir passer aussi par notre contournement terrestre. Et on a eu vent aussi d'une ligne Angleterre-Maroc qui s'appelle Links, qui aujourd'hui passe par le gouffre. Alors, est-ce que nos ingénieurs français sont moins bons que les ingénieurs anglais? Les Anglais seraient capables de passer par le gouffre. Nous, on nous a dit que c'était pas possible. Ou est-ce que cette ligne-là, on aura même motif, même punition? Ils vont nous dire au bout d'un moment, finalement, le gouffre, on le passe plus. Mais RTE, trop bien, ils ont un contournement terrestre, là, tout fait, tout joli.
Mais nous, on veut pas devenir un carrefour mondial électrique. Mais comme s'ils préparaient le terrain pour les projets à venir, quoi. C'est une angoisse aussi. C'est une question aussi. Mais beaucoup de questions. Mais on pourra se revoir pour reparler de l'état d'avancement. Ça n'existe pas aujourd'hui, donc ne leur donnons pas trop d'importance et d'attention. Ouais. Mais peut-être qu'ils y pensent. On a vu sur LinkedIn des échanges d'experts du monde du câble, de l'électricité, dire mais pourquoi vous utilisez pas tel type de câble? Alors nous on ne connaît pas grand-chose, mais on s'est renseigné, on est allé lire un peu, qui aurait nécessité beaucoup moins, enfin des trucs beaucoup moins gros quoi, beaucoup moins impactants du coup pour l'environnement par ricochet. Mais on n'a pas de réponse. Ni la composition des câbles, ni pourquoi ils ont choisi ça, ni qui va les faire, qui va les fabriquer. On a tellement de questions qui restent tellement opaques que c'est flippant.